Il fut autrefois le visage même du cinéma américain, admiré, adoré et inarrêtable. Robert Redford n'a pas seulement joué dans certains des films les plus emblématiques du XXe siècle, il a littéralement façonné l'industrie. Il a réalisé des chefs-d'œuvre, lancé des carrières grâce au Sundance et bâti un héritage qui semblait intouchable. Mais que se passe-t-il lorsque les projecteurs s'éteignent? Aujourd'hui, à plus de 90 ans, la vie de Redford n'est plus rythmée par les tapis rouges et les applaudissements. Ce à quoi il fait face dans ces dernières années n'est pas ce que beaucoup auraient imaginé pour un homme d'une telle influence. Il y a la perte, il y a le silence, et il y a ce schéma obsédant qui l'a suivi de l'enfance à la vieillesse. Vous pensez peut-être connaître Robert Redford, mais la vérité sur la façon dont il vit aujourd'hui pourrait bien vous surprendre. La bataille oubliée contre la polio. Dans les années 1940, alors que Robert Redford n'était encore qu'un jeune garçon grandissant dans le quartier ouvrier de Van Nuys, à Los Angeles, le monde ne faisait pas que gérer les séquelles de la Seconde Guerre mondiale, il était aussi frappé par un ennemi silencieux et terrifiant, la polio. Cette maladie virale hautement contagieuse avait déjà paralysé des milliers d'enfants, les laissant handicapés ou enfermés dans des poumons d'acier. Ces respirateurs mécaniques qui permettaient de maintenir la respiration lorsque le virus attaquait le système respiratoire. C'était le cauchemar de tous les parents et l'ombre invisible de tous les enfants. Comme des millions d'enfants à l'époque, Redford vivait dans l'angoisse permanente de cette menace imminente. Avant la découverte du vaccin de Salk, la peur de la polio planait sur toute ton enfance parce que tu ne voyais que des gens dans des poumons d'acier, se souvenait Redford dans une interview accordée à Fresh Air de NPR en 2018. Ce n'était pas juste des reportages ou des histoires lointaines, c'était une peur réelle, tangible. Dans les cours de récréation, les enfants murmuraient des histoires sur des camarades qui disparaissaient soudainement, des familles qui fermaient leurs volets et des piscines d'été qui restaient closes par crainte de contamination. Les parents étaient impuissants, tentant de protéger leurs enfants d'un ennemi invisible. Redford avait environ 11 ans lorsqu'il fut directement confronté au virus. Il avait passé une journée ensoleillée du sud de la Californie à nager dans l'océan, profitant de la joie insouciante de la jeunesse. Mais le lendemain matin, tout avait changé. Son corps ne répondait plus comme il le devait. « Je ne pouvais plus vraiment bouger », se rappela-t-il. « Je ne pouvais plus lever les bras. Je ne pouvais pas ouvrir les yeux. » Une réalisation terrifiante pour un enfant si jeune. Bien que son cas ait été qualifié de bénin, il fut assez grave pour le clouer au lit pendant 2 semaines entières. Ce n'était pas un cas de poumon d'acier, expliqua-t-il, mais c'était assez sévère. Le fait qu'il ait pu récupérer totalement, sans séquelles, relevait presque du miracle à l'époque. Pourtant, la cicatrice émotionnelle de cette expérience ne disparut jamais vraiment. Elle laissa à Redford une conscience aiguë de la fragilité de la vie et de la proximité avec laquelle il avait frôlé un destin radicalement différent. Plus tard, il confia que survivre à la polio avait transformé sa vision de la vulnérabilité et de la résilience. Alors que d'autres enfants ne revenaient pas à l'école comme avant, ou n'y revenaient pas du tout, Redford avait eu une seconde chance, et il ne l'a jamais oubliée. Des années plus tard, devenu cinéaste et militant respecté, Redford rendit discrètement hommage à ce chapitre fondateur de sa vie. En 2014, il co-réalisa un segment pour la série documentaire en 3D Cathedrals of Culture et choisit de mettre en lumière le Salk Institute for Biological Studies à La Jolla, en Californie. Conçu par le célèbre architecte Louis Kahn et fondé par le docteur Jonas Salk, l'homme même qui développa le premier vaccin efficace contre la polio dans les années 50, cet institut représentait pour Redford bien plus qu'un simple accomplissement scientifique. C'était personnel. « J'étais là quand la polio représentait encore une menace », expliqua-t-il dans le film. Donc, quand Jonas Salk a inventé le vaccin, ce fut une nouvelle bouleversante. Le bâtiment lui-même, ajouta-t-il, symbolisait l'intersection entre la science,
le design et l'espoir. La vision artistique de Redford pour ce segment présentait le Salk Institute, non pas seulement comme un centre de recherche, mais comme une sorte de cathédrale moderne, édifiée non pour le culte, mais pour la protection et l'avancement de la vie humaine. La jeunesse tourmentée qui a forgé une légende hollywoodienne. Bien avant que Robert Redford ne devienne le garçon en or par excellence d'Hollywood, bien avant d'être célébré comme réalisateur oscarisé, défenseur de l'environnement et fondateur du Sundance Film Festival, il était un adolescent agité et en colère de Van Nuys, en Californie. Un garçon qui se battait non seulement contre le monde qui l'entourait, mais souvent aussi contre lui-même. Sa jeunesse, marquée par la délinquance, le chagrin et des confrontations avec le danger, a forgé l'homme résilient qui allait plus tard captiver des générations à travers des histoires sur et hors écran. Redford est né en 1936 dans une famille ouvrière. Son père, Charles Redford Sr., travaillait de longues heures comme livreur de lait, souvent absent de la maison, tandis que sa mère, Martha Hart, était le cœur émotionnel du foyer. Mais la vie à Los Angeles après la Seconde Guerre mondiale était tumultueuse. L'étalement suburbain de Van Nuys était un lieu de choc culturel, où les divisions raciales bouillonnaient sous la surface et où les jeunes trouvaient souvent leur identité, non pas à l'école ou en famille, mais dans la rue. Redford, en quête de structure et d'un sentiment d'appartenance, rejoignit un gang de rue à l'adolescence. Ce n'était pas la version idéalisée, souvent vue dans les films. Il s'agissait de survie, de rébellion et d'un désenchantement grandissant envers l'autorité. On formait un gang de rue, se souvient un ami d'enfance, pas au sens criminel, mais au sens marginal. On ne rentrait pas dans le moule, alors on s'est rapproché pour ça. Redford avoua avoir volé, bu de l'alcool, séché les cours et même cambriolé des maisons. Ce n'était pas de la simple crise d'adolescence, c'était une vie sur le fil. L'une des expériences marquantes de sa jeunesse fut sa confrontation avec un tyran nommé Félix, un garçon qui le prenait pour cible parce qu'il était athlétique, populaire et peut-être plus provocateur encore, blanc. Redford se rappela plus tard que les tensions raciales de leur quartier se réglaient souvent par la violence, et être pris pour cible signifiait une chose: céder sous la pression ou se battre. « Je me suis endurci très vite », se souvint-il, « parce que je n'avais pas le choix. » La rue ne laissait aucune place à la sensibilité ni à la réflexion. Il fallait avoir du cran. Il se souvint aussi d'un défi qui faillit lui coûter la vie. Ses camarades l'avaient mis au défi de sauter d'un toit, un acte censé prouver son courage. Poussé par la colère et le désespoir, il sauta. Il survécut de justesse, mais l'événement lui laissa une cicatrice durable, à la fois physique et émotionnelle. « Ce moment m'a appris quelque chose », déclara Redford des années plus tard. « Soit tu laisses la peur te définir, soit tu la surpasses. » C'est une philosophie qu'il allait emporter dans sa vie adulte, sur scène comme à l'écran. Son imprudence ne s'arrêta pas là. Redford fut happé par la culture automobile florissante de la Californie au début des années 1950. Il s'impliqua à fond dans les courses de dragster, fonçant souvent à toute allure dans les rues de Los Angeles. Une nuit, alors qu'il roulait à 90 miles à l'heure pour se rendre à une course, il perdit le contrôle et s'écrasa. Par miracle, il s'en sortit indemne. « J'ai eu de la chance », dira-t-il plus tard. Stupide, mais chanceux. Sur le plan scolaire, Redford dérivait. Bien qu'il ait des talents sportifs, notamment en baseball, il manquait de concentration. Il s'inscrivit finalement à l'Université du Colorado, séduit par la possibilité d'obtenir une bourse sportive. Mais la vie étudiante ne l'adoucit pas. Au contraire, Redford plongea encore davantage dans l'alcool et les frasques nocturnes, rejoignant la fraternité Kappa Sigma et privilégiant les farces et les fêtes plutôt que les cours. Ses notes s'effondrèrent, puis survint un coup terrible. Sa mère, Martha, mourut d'une hémorragie alors qu'il n'avait que 18 ans. Sa mort le brisa. Redford avait toujours été très proche de sa mère. Elle était sa soutienne inébranlable,
la seule à croire en lui quand tout le monde doutait. Elle était à mes côtés, peu importe à quel point je me plantais, confia-t-il un jour. Sa disparition, si soudaine et injuste, laissa Redford à la dérive. Il se mit à boire encore davantage et finit par être expulsé de l'université. Sans attache, Redford quitta les États-Unis pour l'Europe. Il erra à travers la France, l'Italie et l'Espagne, vivant souvent au jour le jour. Il peignait, dessinait et absorbait les cultures qui l'entouraient. Paris, surtout, lui offrit un nouveau sens artistique. Il étudia à l'école des beaux-arts et dessinait des portraits à la craie sur les trottoirs pour gagner de quoi manger. Ce n'étaient pas des années glamour, elles étaient solitaires, marquées par la faim et le froid, mais elles le transformèrent. Quand il rentra aux États-Unis, Redford rapporta quelque chose de nouveau, une identité façonnée non par la rébellion, mais par l'art. Il s'inscrivit au Pratt Institute à Brooklyn pour étudier la peinture, puis finit à l'American Academy of Dramatic Arts. C'est là qu'il découvrit la narration dans sa forme la plus brute et expressive, le jeu d'acteur. Pour la première fois, Redford trouva un moyen structuré de canaliser l'émotion, le chaos et l'expérience qu'il avait accumulée pendant sa jeunesse. Pourtant, même alors que son chemin commençait à se dessiner, les fantômes de son passé restaient proches. À 16 ans, Redford avait été arrêté pour avoir transporté, sans le savoir, des bijoux volés dans la voiture d'un ami. Son père plaida auprès des autorités, arguant que son fils ignorait totalement ce qu'il y avait dans le coffre. Les charges furent abandonnées, mais l'événement hanta Redford pendant des années. « Ça aurait pu finir autrement », dit-il. « Ça aurait pu être le centre de détention pour mineurs au lieu d'Hollywood. » Ce passé, Redford n'a jamais cherché à l'effacer. Il est devenu la pierre angulaire de ses histoires. Ces personnages luttaient souvent avec leur identité, leur sentiment d'exclusion et la justice. De Butch Cassidy and the Sundance Kid à Les Hommes du Président, les rôles de Redford reflétaient la complexité morale qu'il connaissait si bien. « Je ne voulais pas jouer des héros trop propres », expliqua-t-il un jour. « Je voulais qu'ils soient réels. » Son activisme, lui aussi, prit racine dans ses expériences. Redford n'oublia jamais les tensions raciales de sa jeunesse, ni la destruction de l'environnement qu'il avait observé à Los Angeles après la guerre. Il devint un fervent défenseur de la protection de la nature et des libertés civiles, fondant le Sundance Institute non seulement pour promouvoir de nouvelles voies dans le cinéma, mais aussi pour soutenir un art honnête et sans compromis. Avec du recul, la jeunesse de Redford se lit comme un roman, un adolescent troublé au bord du gouffre, sauvé par l'art, endurci par le chagrin, ému par quelque chose de plus profond que la gloire. Il a dit un jour, « Les erreurs, les pertes, les occasions manquées, elles m'ont donné de l'empathie. » Cette empathie, acquise à travers la douleur, est ce qui distingue Robert Redford de tant de ses pairs. C'est ce qui a fait de lui plus qu'une star de cinéma. C'est ce qui a fait de lui une icône, le chagrin silencieux derrière la légende. Depuis plus de 60 ans, le public admire Robert Redford pour son talent artistique, son charisme discret et son influence durable sur le cinéma américain. Mais derrière la légende de l'écran, le réalisateur, l'écologiste, le fondateur de Sundance, se cache une histoire personnelle marquée par des pertes répétées et implacables. La mort n'a jamais été un simple événement lointain dans la vie de Redford. Elle est devenue une compagne récurrente, façonnant en silence l'homme et le père qu'il est devenu. Sa résilience n'est peut-être pas simplement une question de force, mais de survie. Une survie émotionnelle face à une douleur qui aurait brisé la plupart des gens. La première expérience réelle du deuil pour Redford survint durant son enfance, bien avant qu'il ne monte sur une scène ou un plateau de cinéma. Alors que son père, Charles Redford, travaillait de longues heures à livrer du lait et était peu présent à la maison, Redford admirait son oncle David, une figure vibrante de ses jeunes années. David était un intellectuel et un athlète, un homme cultivé qui parlait 4 langues et apportait quelque chose de chaleureux et d'ouvert à l'enfance autrement discrète et ouvrière de Redford.
Leur lien se forgea sur les terrains de football et lors de longues promenades. Pour le jeune Robert, David était ce qui se rapprochait le plus d'un héros. Ce héros lui fut arraché trop tôt. Pendant la Seconde Guerre mondiale, David fut envoyé en Europe. En 1945, alors qu'il traversait un pont au Luxembourg à bord d'une Jeep militaire, il fut pris sous le feu croisé et tué. Redford n'avait que 9 ans. Dans une interview à la NPR en 2013, il se souvint de la manière dont sa famille avait géré cette perte, dans le silence. La façon dont la famille l'a vécu, on n'en parlait pas. C'était arrivé et on ne posait pas trop de questions. Ce deuil silencieux allait devenir un schéma dans la vie de Redford. Une douleur supportée mais rarement exprimée. Des blessures qui ne se refermèrent jamais vraiment. À 18 ans, alors qu'il commençait à se définir comme artiste et comme homme, Redford perdit la personne la plus importante de sa vie, sa mère, Martha. Elle mourut soudainement d'une hémorragie, conséquence d'un trouble sanguin développé des années plus tôt après la mort née de ses jumelles. Redford a souvent exprimé à quel point cette perte l'avait profondément touché. Martha avait toujours été sa plus grande alliée, le soutenant à travers une adolescence marquée par la rébellion, de mauvaises notes et des démêlés avec la justice. Elle croyait que j'avais quelque chose en moi, confia-t-il lors d'un discours émouvant au Sundance Film Festival en 2018. Elle était derrière moi quand personne d'autre ne l'était. Son plus grand regret reste qu'elle n'ait jamais eu la chance de voir l'homme qu'il est devenu. Elle est partie avant que je puisse la remercier, dit-il, la voix tremblante d'émotion. La mort de sa mère laissa un vide qu'il tenta de combler par un but. Après avoir renoncé à ses premiers rêves de peinture en Europe, Redford rentra en Amérique, se maria jeune et commença à fonder une famille avec Lola Van Wagenen. Mais la vie allait encore le frapper. En 1959, seulement 10 semaines après la naissance de leur premier fils, Scott, la tragédie les frappa à nouveau. Le bébé mourut dans son sommeil, victime de ce qui serait plus tard appelé le syndrome de mort subite du nourrisson. À l'époque, la médecine connaissait très mal ce phénomène. On ne savait pas ce qu'était la mort subite du nourrisson, expliqua plus tard Redford. Donc, en tant que parent, on se blâme. Cela crée une cicatrice qui ne guérit jamais vraiment. Redford et Lola étaient jeunes et en difficulté, vivant à New York avec de faibles revenus, alors que Redford travaillait au théâtre. La perte de leur enfant fut un coup écrasant qui resta en sourdine derrière la montée de sa notoriété. Même alors que l'étoile de Redford brillait de plus en plus, grâce à des rôles marquants comme Butch Cassidy and the Sundance Kid, The Sting et All the President's Men, le chagrin continuait à le suivre. En 1962, une nouvelle crise survint à la naissance de son deuxième fils, James. Le bébé, surnommé Jamie, souffrait de la maladie des membranes hyalines, une maladie respiratoire qui venait d'emporter le fils du président Kennedy. Les médecins ne lui donnaient que 40% de chances de survie. Une fois de plus, Redford et Lola furent poussés à bout, mais cette fois, ils furent épargnés. Jamie survécut. Pourtant, cette survie eut un prix. La santé de Jamie resta fragile toute sa vie. Dans la trentaine, il subit 2 greffes de foie à cause d'une maladie auto-immune rare. Mais au lieu de fuir ses problèmes, il transforma son combat médical en mission. Il fonda le James Redford Institute for Transplant Awareness et devint un documentariste primé, engagé sur des thèmes comme la dyslexie, la pollution environnementale et les traumatismes de l'enfance. Son père en était immensément fier. Il a vécu une vie magnifique, pleine de sens, et il était aimé de beaucoup, écrivit la famille Redford lorsqu'il mourut en 2020, à l'âge de 58 ans, d'un cancer des voies biliaires. La douleur de perdre un second fils fut indescriptible. Un porte-parole de Redford déclara simplement « Le chagrin est incommensurable ». Redford s'est exprimé rarement, mais avec force sur les pertes de sa vie. Les gens pensent que ça a été facile pour moi. C'est dur à entendre. Ce n'est pas vrai.
confia-t-il à People en 1998. Il y a eu tellement de coups portés à notre famille dont personne ne sait rien. Il protégea la vie privée de sa famille avec la même intensité qu'il protégeait son image publique. Pour Redford, le deuil était quelque chose à porter, non à exhiber. Sa vie personnelle fut également marquée par des amitiés profondes, dont beaucoup se terminèrent trop tôt. La mort de Natalie Wood en 1981 fut un autre coup dur. Wood, qui avait aidé Redford à décrocher son rôle décisif dans Daisy Clover, était plus qu'une partenaire à l'écran. C'était une amie. Sa mort soudaine par noyade lors d'une sortie en bateau dans des circonstances mystérieuses choqua Hollywood. Bien que Redford soit resté en grande partie silencieux sur sa disparition, sa participation au documentaire HBO de 2020 What Remains Behind montra que cette perte le hantait encore des décennies plus tard. Au fil des années, Redford a supporté la mort d'amis, de mentors, de collaborateurs et de membres de sa famille. Chacune de ces pertes s'est gravée dans son histoire, en silence, sans fanfare. Son ex-épouse Lola, même après leur divorce en 1985, resta une présence essentielle dans sa vie, notamment alors qu'ils affrontaient ensemble le deuil en tant que parents. Leur lien, respectueux, durable et fondé sur des décennies de coparentalité, fut l'une des rares constantes au milieu de ces tempêtes personnelles. Même le corps de Redford n'a pas échappé à la maladie. À 11 ans, il contracta la polio, un diagnostic terrifiant avant l'existence d'un vaccin. Bien que son cas fût bénin, il resta alité et effrayé. Avec le recul, on peut y voir comme un avant-goût de la fragilité qui allait définir sa vie émotionnelle. Le contraste entre les personnages robustes et solides que Redford incarnait à l'écran et la douleur intime qu'il portait en silence est frappant. Ses rôles étaient souvent stoïques, cow-boy, escroc, journaliste d'investigation, mais l'homme derrière eux était marqué par la perte. À l'approche des derniers chapitres de sa vie, Redford porte non seulement les honneurs d'une carrière qui a redéfini le cinéma indépendant, mais aussi le poids invisible d'une existence ponctuée par la mort. Sa résilience ne réside pas dans le fait de surmonter le deuil, comme si c'était possible, mais dans le fait de vivre à côté de lui, sans jamais laisser la douleur lui voler sa capacité d'aimer, de créer et de rester connecté au monde. Il a dit un jour: la chose la plus dure dans la vie, c'est quand tes enfants souffrent, c'est ça qui te désarme. Et pourtant, il est resté debout. À travers tous les enterrements, les nuits sans sommeil et la tristesse silencieuse, Redford n'a jamais cessé de construire, d'aimer ni d'espérer. Peut-être est-ce là le véritable cœur de son héritage, non pas ses films ni sa célébrité, mais le fait qu'il a tenu bon. Une vie de passion discrète et de liens durables. La vie amoureuse de Robert Redford, à l'image d'une grande partie de sa carrière, s'est déroulée loin des projecteurs, soigneusement protégée, mais indéniablement marquée par la passion, la tragédie et la résilience. En 1958, à seulement 22 ans, Robert Redford épousa une jeune femme mormone prénommée Lola Van Wagenen. Leur romance ne naquit pas de la célébrité, mais d'une quête brute de stabilité. Il venait de rentrer d'Europe, où il avait erré dans le quartier latin de Paris comme jeune étudiant en art, vivant de presque rien et dessinant sur les trottoirs pour quelques pièces. Ce chapitre de sa vie lui avait donné une vision artistique, mais l'avait laissé spirituellement instable. Il retourna aux États-Unis à la recherche de quelque chose de durable, et le trouva temporairement en Lola. Redford avoua plus tard qu'une partie de la raison pour laquelle il s'était marié si jeune était de convaincre sa famille, et peut-être lui-même, qu'il pouvait mener une vie stable. Il craignait que je ne parte à la dérive ou que je ne meure jeune, se souvint-il un jour. Je voulais leur prouver qu'ils avaient tort. Au moment de leur mariage, ils n'avaient que 300 $ en poche. Ils s'installèrent à New York, où Redford étudia au Pratt Institute, avant de découvrir sa vocation d'acteur. Le couple accueillit peu après leur premier enfant, Scott,
Mais la tragédie les frappa lorsque Scott mourut du syndrome de mort subite du nourrisson à seulement 10 semaines. Cette perte marqua le début d'un schéma dans la vie de Redford où amour et chagrin semblaient toujours liés. Malgré tout, le couple persévéra et eut finalement 3 autres enfants, Shona, James et Amy. Alors que la carrière de Redford prenait son envol dans les années 1960 et 1970, les pressions de la célébrité et la distance commencèrent à peser sur leur mariage. Bien que les Redford aient longtemps présenté un front uni, ils s'étaient discrètement séparés au milieu des années 1970 et finirent par divorcer en 1985, après près de 30 ans de vie commune. Malgré la rupture, il n'y eut aucune animosité publique entre eux. En réalité, Redford loua leur capacité à coparenter et à préserver le respect mutuel. « C'était mutuel et c'était juste de passer à autre chose », déclara-t-il au Télégraphe. « Nous avons toujours beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup d'amitié. Les enfants vont bien. Ils ont surmonté tout ça. Je n'ai jamais voulu être l'une de ces victimes de divorce hollywoodien. » Après le divorce, Redford traversa une période de solitude émotionnelle. Il eut de brèves liaisons avec l'actrice brésilienne Sonia Braga et la costumière Cathy O'Rear, mais aucune ne dura. Redford reconnut s'être senti perdu à cette époque, déstabilisé par la célébrité et le deuil personnel, d'autant plus que ses enfants faisaient face à leurs propres problèmes de santé et qu'il devait porter le poids émotionnel d'un père qui ne pouvait pas toujours les protéger. Puis, en 1996, il rencontra quelqu'un qui allait tout changer. Au Sundance Mountain Resort, Redford croisa la route de l'artiste multimédia allemande Sibylle Zagars. Zagars n'était pas impressionnée par sa célébrité. Elle le connaissait à peine, et cela, ironiquement, le rendit encore plus intrigant à ses yeux. Elle était farouchement indépendante, ancrée dans sa vision artistique et tout aussi passionnée que lui par la défense de l'environnement. Née à Hambourg en 1957, Zagars avait passé des décennies à créer des œuvres mêlant peinture, performance et nature, explorant souvent la relation spirituelle et écologique entre l'humain et la terre. Ses expositions avaient voyagé à travers le monde, de Monaco au Pérou en passant par le Japon, et elle avait fondé une association à but non lucratif, The Way of the Rain, pour associer art et éducation environnementale. Redford rejoignit sa mission en tant que vice-président de l'organisation et leurs valeurs communes se transformèrent rapidement en amour. Ils vécurent ensemble discrètement pendant plus de 10 ans avant de se marier en 2009 lors d'une cérémonie intime à Hambourg. Redford portait un costume blanc impeccable. Zagars, une robe fluide couleur champagne. Il n'y avait ni photographe de tabloïd, ni liste d'invités célèbres, juste 2 personnes qui se choisissaient en paix. Redford décrivit plus tard cette relation comme transformatrice. « Elle m'a offert une toute nouvelle vie », confia-t-il au AARP Magazine. « Elle est plus jeune que moi et européenne, ce que j'aime, c'est une perspective rafraîchissante. » Si Redford trouva enfin une relation durable avec Zagars, l'un des aspects les plus fascinants de son histoire amoureuse concernait un autre type d'amour, sa connexion durable, à l'écran comme en dehors, avec Jane Fonda. Le duo joua ensemble pour la première fois dans The Chase et continua avec Pieds nus dans le parc, The Electric Horseman et Our Souls at Night. Dans plusieurs interviews, Fonda avoua avoir été amoureuse de Robert Redford pendant des années. « Il ne s'est rien passé », admit-elle. « Nous étions tous les deux mariés. » Fonda, toujours franche, parla aussi des défis de travailler avec lui. « Il n'aimait pas embrasser », dit-elle un jour, ajoutant qu'il était souvent d'humeur changeante sur le plateau. Mais elle le respectait profondément et chérissait leur alchimie. « Il y avait juste une connexion entre nous en tant qu'êtres humains que nous parvenions à transposer à l'écran, expliqua Redford à propos de leur collaboration. Cela ne demandait aucun effort. Leur dernier film ensemble, Nos âmes la nuit, était une douce méditation sur la vieillesse, l'amour et les secondes chances. Il reflétait en grande partie ce que Redford avait vécu.
Tandis que Fonda et Redford incarnaient deux voisins veufs découvrant une compagnie sur le tard, le public ne voyait pas seulement des personnages, mais des décennies d'histoires émotionnelles entre deux légendes du cinéma. À bien des égards, le parcours amoureux de Redford a été défini par les mêmes qualités qui caractérisaient ses films: retenue, complexité, endurance tranquille. Il a connu l'agonie de la perte d'enfants, le chagrin de la mort d'une mère jeune et la fin douloureuse d'un long mariage. Pourtant, à travers tout cela, il a toujours conservé un respect de l'intimité, une soif de vérité émotionnelle et une profonde gratitude envers les femmes qui ont donné un sens à sa vie. Aujourd'hui, à la fin de ses 80 ans, Redford parle rarement de ses affaires privées. Mais le bilan de ses relations, ancré dans son mariage de 27 ans avec Lola, son lien discret mais profond avec Sagar et son partenariat artistique avec Jane Fonda, raconte une histoire claire. Sa vie amoureuse n'a jamais été une affaire de drame ou de publicité. C'était une affaire de survie, de compagnie et, au final, de sérénité. Même en amour, Robert Redford a vécu comme les personnages qui l'ont rendu célèbre. Un peu sauvage, souvent blessé, et toujours en quête de quelque chose d'authentique, juste sous la surface. Après une vie de gloire, de perte, d'amour et de réinvention, Robert Redford vit désormais loin d'Hollywood, dans la solitude, entouré de souvenirs et de nature. Il a enduré plus de deuil que la plupart des gens, mais a aussi laissé un héritage que peu pourraient égaler. Considérez-vous sa vieillesse silencieuse comme une fin triste ou comme une conclusion paisible à une vie extraordinaire? Dites-nous ce que vous en pensez. Si l'histoire de Redford vous a ému, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres parcours méconnus de légendes hollywoodiennes.